timbre-poste est une vraie création artistique et qu'il a toute sa place dans le vaste domaine de l'histoire de l'art, dans le domaine de l'art. Alors, on va découvrir toutes les phases de conception des timbres, mais l'accent sera mis, et je l'annonce tout de suite, sur la première phase de conception qui est celle de la création. Donc, et on verra beaucoup de dessins préparatoires et de maquettes de timbres. Ensuite, donc le parcours de l'exposition est également ponctué, et ça on le verra plus tard, de quelques portraits de dessinateurs, graveurs, peintres, illustrateurs, qui ont pour point commun la création de timbres et qui ont des carrières artistiques, des parcours artistiques très différents. Allez, on commence. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Étienne tout à l'heure. Effectivement, pour certains, la réponse peut être assez logique. Pourquoi pas? Le musée de la Poste doit forcément parler des timbres. D'autres se demandent certainement de nos jours qui s'intéresse aux timbres. Mais finalement, ce sont ces 2 raisons qui nous ont poussés à la réalisation de cette exposition. Et pour commencer, effectivement, le musée de la Poste doit forcément parler des timbres parce qu'il s'agit, du fonds le plus important en nombre, du musée, et qu'il nous est tout simplement apparu important de mettre en valeur les collections philatéliques qui abritent, des centaines de milliers de pièces, car on en dénombre, environ 400 000 items. Provenant, du versement régulier des archives de fabrication du timbre-poste français. Et en effet, le musée assure, pour le compte de l'État, la gestion de ce qu'on appelle le dépôt obligatoire des archives de fabrication des timbres-poste de France. On reçoit également, les timbres d'Andorre et des collectivités et territoires d'outre-mer. Et aujourd'hui encore, le service en charge des collections enregistre et conditionne plus de 3000 pièces par an. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un fonds très riche et en nombre et en qualité aussi. Il y a beaucoup de choses. Je vous présente ici, 2 photos de réserve philatéliques que vous avez certainement pas eu l'occasion de voir, vu qu'elles ne sont pas visitables, du moins pour l'instant. Il s'agit à gauche de la réserve des maquettes de timbres, donc tout ce qui est art graphique. On les conserve dans des boîtes bleues, on les range selon le numéro Hiver et Tellier. À droite, vous avez juste un mobilier dans lequel, donc c'est dans ce type de mobilier qu'on classe les timbres également selon une numérotation bien précise. Voilà. Une autre vue. Alors, que cachent ces archives? Pourquoi il y en a tant? Il s'agit de l'ensemble de pièces témoignant du processus créatif des timbres. Donc, les projets et les maquettes de timbres, les matrices gravées. Nous avons également tous les poinçons, donc les matrices qui servent à l'impression. Pour les timbres, bien sûr, qui sont gravés, puisqu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Des épreuves d'artistes, des essais de couleurs et d'impression, des bons à tirer, les premiers tirages et aussi, bien évidemment, tous les produits finis, c'est-à-dire les feuilles de timbre, les carnets, les blocs feuillés, collector et bien d'autres. Certaines pièces, d'ailleurs, qui sont exposées à la Pointe de l'Art, n'ont jamais vu le jour, donc c'est une première pour elles. Elles seront présentées, pour la première fois. On verra ça plus tard. Voilà, c'est ces dans ces petits tiroirs qu'on classe, toutes nos collections philatéliques. Alors, pourquoi cette exposition? Parce qu'aussi, ces collections n'ont pas fait objet d'une exposition temporaire au musée depuis de très nombreuses années. Dans les années 80-90, Maurice Bruseau, alors ancien directeur, donc alors directeur du musée et ancien conseiller artistique du ministère des Postes, organisait des expositions
mettant en scène des œuvres de créateurs de timbres, donc ça date des années 80-90 et depuis, mis à part l'exposition «La valeur de l'erreur» en philatélie en 93, le timbre-poste a été plutôt employé, soit pour appuyer des propos historiques ou ceux de la collection, de l'étude des timbres sur une thématique, bien particulière, soit pour, servir de point de départ à des expositions monographiques et rétrospectives d'artistes contemporains, comme Télémaque ou Chessac. Je vous présente, bon, il y a donc, je vous présente la couverture du catalogue de l'exposition «La valeur de l'erreur», ainsi que quelques autres exemples d'expositions rétrospectives plus anciennes, des années 80 et plus récentes comme Chessac, qui date de 2013. Alors, ça serait une erreur de dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, du musée aussi, hors les murs, parce que hors les murs, la collection de timbres existe et elle existera toujours. Elle continue de vivre grâce notamment à la CNEP, la Chambre des négociants en philatélie, qui organise régulièrement des événements philatéliques. Ces salons qui sont d'une durée bref, et dont les plus importants, se déroulent à Paris 2 fois par an, permettent de réunir tous les acteurs du domaine et d'organiser également des petites expositions. La collection de timbres, le timbre continue de vivre aussi grâce à la FFAP, à la Fédération française des associations philatéliques, dont je salue également le travail et l'investissement dans ce domaine et ça me permet de vous dire qu'il y a quand même encore donc il y a 600 associations, il y a plus de 600 associations philatéliques en France et qui comptent plus de 25 000 membres. Et enfin, la collection de timbres continue de vivre grâce à ceux qui conçoivent les timbres et je pense ici à Filaposte, l'entité du groupe La Poste, aux artistes bien évidemment, dessinateurs et graveurs, regroupés aujourd'hui, autour d'une association dont je présente le logo, autour d'une association très dynamique, et dont je me réjouis d'être membre également, le musée également, dont je mets le logo, voilà, ainsi qu'à tous ceux qui les collectionnent. Bien évidemment, c'est grâce à vous, les philatélistes, je sais qu'il y en a un petit peu qui m'écoutent, que le timbre, existe. Tout cela pour dire que oui, donc des événements ont lieu un peu partout en France, mais que si l'intérêt pour la petite figurine postale existe toujours aujourd'hui, c'est grâce à sa valeur fiduciaire ou à l'iconographie qu'elle véhicule, mais rarement, grâce à sa dimension artistique. Les usagers, donc les gens qui achètent les timbres, ne savent pas ou oublient facilement qu'un artiste se cache derrière chaque petite, figurine. Or, le timbre-poste est une estampe, imaginée par un artiste et née d'un dessin, original. Alors, comme vous imaginez, quand on prépare une exposition, de telle envergure, bien évidemment, on pense tout de suite au public et comme vous le savez tous, il est difficile de satisfaire tout le monde et j'espère que, tout public pourra trouver son bonheur dans cette exposition. En tout cas, c'est l'idée première, et c'est pourquoi l'exposition conjugue, plusieurs approches très différentes. Alors d'une part, c'est tout d'abord une exposition artistique forcément, qui j'espère plaira aux amateurs d'art, oui aux amateurs d'art, aux passionnés d'art, car, voilà les estampes, les dessins, les peintures, sont quand même majoritaires. Je vous en montre quelques-unes, un petit échantillon. Elle est ponctuée de petites plages de découvertes, notamment à travers, les quelques portraits d'artistes dont je parlerai plus tard, ainsi que leurs œuvres personnelles. Et à cette approche, artistique s'ajoute une approche pédagogique
On pense aussi au jeune public, puis tout public d'ailleurs, car il s'agit de présenter, de faire découvrir aux visiteurs les coulisses de la création des timbres, étape par étape, dans un ordre bien défini. Et les visiteurs pourront ainsi découvrir, des techniques particulières de gravure telles que la taille d'os, ou la gravure héraldique aussi, la gravure de billets de banque, ainsi que, la manière noire ou la miniature sur ivoire. Donc je vous montre quelques images aussi qui illustrent, bien ces techniques. Voilà, quant aux philatélistes, j'espère aussi qu'ils trouveront leur bonheur, en découvrant, les coulisses de la création des timbres les plus rares, parce on a choisi, de montrer quand même des exemples inédits de collections qui n'ont jamais été exposés, des exemples de 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 pièces assez rares. Parmi ces trésors, le 1er timbre-poste français, bien évidemment, Cérès, dont je présente le dessin, à gauche, Cérès qui date de 1849 et jamais exposé, ou encore, les étapes de création des premiers timbres gravés en taille douce, comme le Pont du Gard que vous voyez ici à travers la maquette et quelques épreuves, ou le port de La Rochelle. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous proposer tout d'abord de parler de vous parler un petit peu de la scénographie. Et de l'espace dans lequel on expose, toutes ces belles choses. La totalité de la surface, donc l'exposition se tient dans 500 carrés, donc c'est un assez grand espace. Elle est composée de 2 parties, une partie haute de 400 carrés, donc c'est là où vous voyez la zone mauve, bleue, verte, ainsi que de 100 carrés, qui donnent côté rue. Et par laquelle, en fait, par cette partie-là se termine la visite. Donc j'ai indiqué sortie, voilà, on a indiqué sortie sur le plan. La scénographie a été réalisée par Studio Tovar. On a eu la chance de travailler avec 2 personnes, 2 scénographes, Simon de Tovar et Alain Batiffoulier, et elle a été pensée, de façon à ce que le visiteur puisse, suivre un cheminement cohérent, et libre à la fois, déambuler sans se sentir contraint, mais guidé quand même par un repérage coloré, identifiant, chacune des sections avec des couleurs bien denses, pour chacune des parties. Donc, bien évidemment, vu le contexte, on a, également, placé des indications au sol, mais en tout cas, voilà. Il y a 6 sections, de couleurs différentes, qui ne sont pas toutes égales, et sur cette surface, nous exposons, alors attention, 400, plus de 450 pièces, des œuvres réalisées sur tout support, et de tout format. Des dessins, des peintures, comme je le disais, des estampes. Il y a également des sculptures, des objets décorés, et bien évidemment des petits formats, le timbre, notamment les miniatures sur ivoire, les billets de banque. Plusieurs artistes et institutions ont accepté de nous prêter leurs œuvres pour l'occasion, et je leur suis très reconnaissante d'avoir joué le jeu, et aussi, pour leur patience et oui, leur patience, et parce que c'est vrai que le contexte, l'exposition a été maintes fois reportée dans le temps, et grâce à eux tous, elle a pu quand même, ne pas être annulée et avoir lieu, ouvrir. Alors parmi ces artistes que nous verrons, plus tard, il y a Pierrette Lambert, Sarah Bogo, Sioux, Pierre Albuisson, il y a Jacques Jubert, Elsa Catelin, Pierre Barra, Thierry Mordant, et j'en oublie certainement, peut-être pas. Et puis parmi les institutions, il y a la Banque de France, la Monnaie de Paris, le Musée de la Marine et le Petit Palais, qui ont accepté de nous prêter des œuvres, assez prestigieuses, vous allez voir.
Alors, en ce qui concerne le principe, scénographique, pour illustrer cette découverte du processus de conception et la création des timbres, ce vocabulaire scénographique, il s'inspire des coulisses du musée, dans une démarche bien sûr, contemporaine. Elle se présente comme une installation plastique, qui réinterprète en fait, l'idée c'est de réinterpréter à grande échelle la morphologie des stockages des collections, dans les boîtes de rangement. Donc, c'est des boîtes de rangement, grandeur nature, les mêmes boîtes que je vous ai montrées, enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans la réserve des maquettes au tout début, il y avait des boîtes bleues, voilà, c'est le même type de rangement. Et donc il s'agit de boîtes de conservation de grand format qui font office de cloison. Elles peuvent être indépendantes des murs ou encore adhérer à ces derniers et cela donne, cet aspect-là. Je vais vous présenter quelques images, à titre indicatif de ce que donne la scénographie. Voilà. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez je reviens sur celle-ci, pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vos écrans vous permettent de bien voir. En tout cas, on ne vous a pas précisé, mais il y a 3 petits points en haut, de la fenêtre, dans lesquels enfin, en appuyant sur ces 3 petits points, vous avez un petit focus. Vous pouvez cliquer sur le focus, ça agrandit légèrement la présentation. Voilà, c'est une parenthèse. Un autre type de cloison, heu, dédié à pierre forgée et enfin voilà, nous voilà à l'accueil, dans le hall d'accueil, en ouverture de l'exposition, nous présentons un ensemble de 3 caissons, on le voit bien ici, qui abrite devant un grand visuel, graphique, hein, qui est un petit peu coupé, qui est imprimé sur le mur avec le titre, l'avant-propos, donc l'avant-propos de l'exposition et 2 pièces phares qui donnent la clé, du propos. Nous avons choisi de présenter un timbre de la série artistique ainsi que sa maquette. Il s'agit de l'œuvre de Vasarely. Alors ce principe de présentation, nous le retrouverons, tout au long du parcours de l'exposition de temps à autre, hem, qui est ponctué de temps à autre, par des maquettes, de timbres de la série artistique ou signées d'artistes célèbres tels que Salvador Dali, Raoul Ubach, Carzou, Sampé ou encore Folon. Voilà, ces maquettes vont ponctuer, le parcours. En ce qui concerne le graphisme, il s'enrichit d'un hommage à la pointe du graveur. Il y a donc au niveau des titres, uniquement des titres, je vous rassure, parce que ça simplifierait pas la lecture si c'était présent partout. Il y a une double typo, une double police. La principale devant, plus lisible et une seconde écriture derrière, une écriture, italique et légère qui symbolise la pointe du graveur. Voilà et on revient sur le plan. Je vous propose de faire une petite visite virtuelle des espaces, de vous présenter, le parcours, les contenus, à travers des photos, des lieux et des œuvres. Hem, donc le parcours commence par une première section qui est dédiée au premier timbre-poste, et sa naissance, à travers quelques documents inédits, comme je l'ai déjà dit, et pour certains jamais, montrés au public. Donc on se situe bien, je l'ai indiqué en rouge sur le plan. Je remets la photo de la première section, qui n'est pas très grande. Les objets sont petits, à part le tableau qui trône au milieu. Donc, quand le projet de l'exposition est né, il nous est paru, très vite indispensable de présenter le premier timbre-poste, son auteur surtout et sa fonction première, qui est celle d'une valeur fiduciaire. Il s'agit bien d'une taxe.
Le projet et la maquette originale de ce timbre sont bien évidemment exposés. À côté du poinçon, voici la maquette. Le poinçon et de quelques exemples de créations monétaires de la même année et réalisées par Jacques Jeanbart, toujours l'auteur du premier timbre. Donc le graveur officiel des monnaies, car c'est à l'Hôtel des Monnaies que le premier timbre-poste est fabriqué à ce moment-là. Cette présentation souligne également les points communs entre la monnaie et le timbre et permet d'expliquer pourquoi l'administration des postes de l'époque adopte le procédé de la typographie, donc de la gravure en relief pour la réalisation des timbres. L'idée est aussi de démontrer que le fait que le timbre soit gravé lui procure une dimension artistique, artisanale, disons, et esthétique qui l'élève dès sa naissance au rang d'une création artistique, d'une œuvre d'art à part entière. Il est dessiné et gravé en plus d'être une valeur fiduciaire. Alors, il me semble que voilà, je vous présente aussi une lettre, premier jour d'émission de ce premier timbre poste qui a été émis donc le 1er janvier 1849. Voilà, et la médaille, la monnaie nous vient de la monnaie de Paris, forcément. C'est aussi l'occasion de présenter le contexte dans lequel le timbre est né et son auteur, comme je le disais, Jacques Jeanbart, à travers ce portrait prêté par la Monnaie de Paris. Ce portrait est intéressant parce qu'on peut voir Barre avec, représenté à côté de ses outils de travail, chose que nous n'avons pas au musée. Nous avons un portrait, mais il est, voilà, c'est un buste plutôt. C'est un portrait qui est signé par Amaury Duval, Eugène Emmanuel Amaury Duval, qui était élève de Ingres, du peintre Ingres, et qui date de 1839. Alors, on explique bien évidemment, je vous présente une lettre aussi, on explique bien évidemment pourquoi il a été gravé, et c'est tout simplement pour éviter les contrefaçons. Car comme toute valeur fiduciaire, le timbre est assujetti à la contrefaçon. Et à côté de cette lettre, une pierre lithographique est présentée. Et non, une pierre lithographique dont je n'ai pas de photo, on la voit tout à fait à droite dans la vitrine, qui est le premier faux officiel des postes, fabriqué pour justifier pourquoi le timbre mis en circulation et qui est en lithographie à l'époque ne peut tromper l'œil d'un expert. Et cette lettre, donc cette fameuse lettre dont je parle et que je ne vous situe pas, donc la lettre est signée de Jacques Jeanbart et du directeur d'impression de l'époque, Anatole Hulot. Il justifie par cette lettre pourquoi le faux timbre mis en circulation, d'ailleurs seulement 4 mois après la première émission, ne peut tromper un expert. Ensuite, on passe dans alors les deux sections suivantes, la verte et la bleue clair. Ici, le visiteur est invité pour découvrir les coulisses de création des timbres à travers les étapes clés de leur conception. Ces étapes sont la commande, la mise en place ou pas d'un concours, les projets rendus, le choix de l'œuvre à reproduire, le choix du procédé d'impression qui implique ou pas le stade de la gravure en taille douce avant son impression. Dans la section 2, du coup, je reviens, voilà, celle-ci. La première, dans cette section, on découvre la richesse des thématiques et des styles artistiques à travers à travers une seule et même année d'émission de timbre. Nous expliquons ici les différentes étapes qui accompagnent le choix des thématiques présentes sur les timbres, ainsi que la chaîne d'événements qui se déroulent avant le lancement de la commande,
auprès du ou des artistes. Alors, voici quelques photos de cette, 2e section. Donc il s'agit d'expliquer ici, au public que les demandes sont adressées à Filaposte, cette entité du groupe La Poste qui est en charge de la création des timbres et qui les traite et qui propose différents projets au sein de la commission philatélique qui se réunit, elle, 2 fois par an. Alors aujourd'hui, pour un ensemble de 500 demandes annuelles, seulement 50, se concrétisent vraiment et donnent naissance, à des timbres. Alors je parle bien du programme philatélique. Il y a aussi des timbres qui sont émis hors programme, mais on s'est concentré sur le programme philatélique, officiel. Hem Et ce programme est ensuite fixé par un arrêté, ministériel qui est publié, au Journal officiel dont je vous montre un extrait et cet arrêté donc ce programme, oui, repartit les émissions sur les 2 années suivantes selon plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui nous avons, les thèmes sont, patrimoine et tourisme, il y a l'industrie, les sciences et techniques, l'environnement, et la nature, l'histoire, l'art et la culture, ainsi que tout ce qui est, actualité et société. Et dans ces grandes thématiques s'intègrent bien évidemment d'autres petites thématiques. Alors, ce sont toujours les mêmes thèmes, depuis la naissance du timbre, enfin depuis au moins les années, le début du XXe siècle, enfin les années 20, effectivement. Enfin lors de quand on a vraiment déjà l'émission des quand on assiste à l'émission des timbres commémoratifs, on a déjà l'apparition progressive de toutes ces thématiques. Et après les appellations, elles évoluent au fil du temps. C'est à partir donc de ce calendrier fixé, que la Filapost distribue les sujets à des dessinateurs et graveurs de son choix. Et nous avons choisi donc de nous baser sur je ne sais pas si ça se voit sur dans ma présentation, sur l'année 2004 et 2005 et le journal officiel, correspondant et il est évident que nous ne pouvions pas montrer tous les timbres, tous les projets et maquettes, qui correspondent, à tous ces timbres-là. Donc il s'agit juste d'un petit ensemble, mais voilà, un petit ensemble, il y a peut-être une dizaine d'émissions. On a essayé de présenter des choses très différentes, voilà, de présenter la diversité des styles, et des thèmes, ainsi que de produits parce qu'il y a pas que le timbre, seul, il y a pas que le timbre à l'unité, il y a également les carnets, les blocs feuillets, voilà. Le travail de l'artiste, n'est pas le même d'ailleurs, n'est pas pareil, n'est pas le même en fonction de la taille du support et du procédé d'impression employé. Pour chaque émission, et c'est le principe qu'on retrouve tout au long du parcours de l'exposition, vous allez voir, alors je ne sais pas si on voit, parce que je voulais vous montrer quand même le principe de présentation, de ces timbres. Donc à chaque fois, en fait, on le voit un tout petit peu sur ces photos. À chaque fois, nous avons alors attendez, je suis perdue. Voilà, on a choisi en fait à chaque fois de présenter, les croquis, les projets refusés, les maquettes de timbres et à chaque fois ils sont accompagnés par le produit fini, par le bloc de timbre, par le timbre enfin le timbre à l'unité ou le carnet. Donc ici, je vous montre juste à titre d'exemple parce que l'idée c'est pas de tout vous dévoiler mais, de vous juste donner des pistes. J'ai choisi de vous montrer donc le bloc feuillet, créé par Gilles Bosquet, sur le thème des orchidées, ainsi que, le chat, alors c'est d'actualité parce qu'on en voit, aux Champs-Élysées, le chat de Guéluc, incarné, très drôle et donc là effectivement on a choisi de présenter toutes les maquettes de ce carnet. On a pensé aussi aux jeunes publics et puis aux moins jeunes d'ailleurs, ça plaît à tout le monde. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu.
Ah oui, voilà, donc je cherchais cette image parce elle montre bien le type de présentation que nous avons adopté, c'est-à-dire que le timbre, une attention particulière est donnée au timbre. Il est toujours présenté dans un cadre, il est toujours encadré, et dans un cadre différent, de celui des dessins, afin de mieux le mettre en valeur. Hem, il vient bien évidemment souligner la valeur artistique, sa valeur artistique et ce qui lui apporte une dimension, nouvelle, celle d'une vraie petite œuvre d'art, en miniature. Je reviens sur le plan, nous sommes dans la zone bleue, qui est une zone, qui est dédiée au processus de commande aux artistes. On y présente les différents modes de commande, donc en sachant que la répartition des sujets de timbre se fait en tenant compte de la personnalité de l'artiste, mais aussi en fonction des attentes, du commanditaire et des contraintes, imposées par la technique d'exécution. La Poste peut faire appel à un seul, ou à plusieurs artistes, en fonction d'un domaine de compétences précis d'ailleurs, que ce soit le paysage, le portrait ou l'architecture, ou plus rarement organiser un concours, dans le cadre d'émissions de longue durée ou significatives sur le plan politique et international, tels que les timbres, d'usage courant, à l'effigie de Marianne. Voici une vue générale de ce de cet espace. Heu, donc les différents modes de commande sont présentés, elles sont bien distinctes. Et puis finalement cet espace montre je pense que c'est l'espace où on montre le il est assez dense, mais l'idée c'était de montrer vraiment la richesse des propositions, car malgré un cahier des charges qui reste quand même assez strict, hem, les dessins sont très, très différents. Hem, les techniques de conception et les styles sont également très différents et en regardant toutes ces propositions, on prend conscience de la difficulté que peut avoir parfois, Fil à Poste dans ses choix, notamment lors d'un concours, ou d'une mise en concurrence de plusieurs, artistes. Je vous présente juste, hem, quelques images d'œuvres qu'on présente, donc pour chaque type de mise en enfin de procédé, de commande. Donc pour commencer, on évoque la commande à un seul artiste, heu, à travers ces quelques émissions de tomes, donc il y en a bien plus. Je vous présente, un auteur, un artiste d'un timbre de la série artistique, Raoul Hubac, ou encore le timbre, créé par Claude Hertenberger, sur le thème du paquebot France. Alors, comme je le disais, le parcours artistique de chacun de ces créateurs, joue un rôle essentiel dans ces choix et c'est pourquoi je vous présente, Claude Hertenberger. C'est un très, très bon exemple parce que, ce timbre donc a été confié à un artiste qui, était peintre, officiel de la marine et qui, a décoré notamment, le paquebot France, il a décoré en fait, il a gravé des grands décors, muraux, au sein du paquebot, même. Donc, il paraissait assez, logique et en plus c'était accessible, de faire appel à cet artiste-là pour la création du timbre. Donc je vous présente à chaque fois le projet refusé et la maquette, ainsi que le timbre qui est le résultat final. Alors, sur un autre pan de mur, on présente la mise en concurrence de plusieurs artistes à travers 2 exemples d'émissions de timbres. Une émission de la Poste aérienne de 1947 et une autre de 1986, hem, sur le thème de la Statue de la Liberté de Bartholdi. Pareil, je vous propose que quelques images, mais cette mise en concurrence, en fait, on a énormément de propositions
Elles sont très différentes les unes des autres. Alors le concours Marianne, donc pour illustrer effectivement ce mode de commande, le concours pour le timbre d'usage courant à l'effigie de Marianne. Donc celui nous avons choisi un seul, concours, celui de 1954, pour la Marianne de Müller, car il est très riche vraiment, et très intéressant. Alors le concours reste, comme je le disais, un mode de commande récurrent dans le cadre, du changement du timbre, à l'effigie de la République. C'est surtout à ce moment-là, qu'on organise un concours, pardon. Et de nos jours, lors de chaque, nouvelle élection présidentielle, nous avons une nouvelle Marianne qui symbolise au mieux le futur mandat, heu, présidentiel. En 1954, on est à la recherche à ce moment-là, alors je ne sais pas si j'ai d'autres images, j'en ai pas, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais à ce moment-là, on est à la recherche d'une république, hem, paysanne, on cherche à représenter la reconstruction de la France, voilà, et on choisit la Marianne de Müller, qu'on voit peut-être pas beaucoup sur l'image, à cet effet. Voilà une vue de la salle encore une fois, parce qu'au milieu trône un mobilier qui est, assez intéressant. C'est le cabinet des refusés, on l'a nommé comme ça. C'est un long caisson où sont plantés, des cadres surgissant en accumulation, comme un bouquet de fleurs, pour refléter un petit peu ce foisonnement et la richesse de l'inspiration autour des créations de timbres. À l'extrémité du caisson, se trouve une niche, un petit lutrin qui révèle le projet lauréat, qui a été primé. Donc en fait, en gros, le visiteur est invité à deviner, lequel parmi les dessins qui sont proposés ici a été accepté et reproduit sur un timbre. Et c'est vrai que enfin, ici, en fait, tous ces projets qui datent des années 50, 60 jusqu'à 90 permettent aussi de faire surgir la mémoire des commandes passées par la poste, au cours de son histoire. C'est une mine d'informations d'ailleurs sur l'histoire du goût en général et sur la commande publique tout simplement, en particulier. Nous continuons avec cette section 4 qui est celle qui est dédiée, qui rend hommage à 9 artistes, qui ont œuvré ou continuent d'œuvrer pour la Poste, des femmes et des hommes, pour certains disparus, dont le style, la facture sont très différents. L'idée était de montrer que d'une part, le timbre n'est souvent qu'un petit chapitre de leur vie et qu'il fait partie d'un ensemble bien plus vaste de créations, mais aussi de montrer qu'à travers, les œuvres personnelles de ces artistes, que toutes les qualités plastiques qu'on voit dans les œuvres personnelles sont présentes également, sur la plus petite dimension qui soit, c'est celle du timbre. Hem, donc on va rentrer tout de suite. Voilà, je vais vous présenter tout de suite le premier artiste, Pierre Forget. C'est vrai qu'on présente en fait trois icônes, trois personnes, enfin 3 artistes iconiques de la philatélie, du domaine du timbre. C'est Pierre Forget, Henri Scheffer, Jean Delpech aussi. D'ailleurs, quand j'y pense, tout le monde fait partie vraiment de l'histoire maintenant, Jacques Joubert, Pierre Albuisson et puis il y a les jeunes que je vous présenterai. En tout cas, Pierre Forget, ce qui nous a intéressés, c'était le fait que, donc de toute façon, c'était un graveur, il a fait l'école Estienne, mais il était dessinateur de bande dessinée. Dans les années 40, il illustre des revues, des revues de jeunesse, comme la revue Bayard. Et il donne vie à plusieurs, héros, populaires, comme Micmac ou l'Indien Faucon. Peut-être que ça parle à certains. Il a créé également donc, plusieurs bandes dessinées. Hem,
alors le titre, donc il met en voilà, c'est les aventures de Thierry de Royaumont qu'il met en images, hein. Il invente un personnage et qui sont donc ces aventures, en fait, les aventures du chevalier Thierry de Royaumont sont aujourd'hui considérées comme un chef-d'œuvre de la bande dessinée des années 50. Donc vous voyez donc c'est juste un extrait, il y a juste un extrait de la cloison, façon de dire, avec la vitrine dans laquelle on présente effectivement ces revues et quelques dessins originaux, qui sont en rapport. Et à côté, nous exposons toujours la création philatélique de chaque artiste et on pourra tout de suite voir qu'effectivement, le style employé dans les bandes dessinées, par Pierre Forget, on le retrouve dans ses dessins, sur ses dessins, de timbres, que voici ici. Donc j'ai choisi de vous montrer deux émissions, 2 timbres avec, à chaque fois, donc 2 maquettes parce que aussi je voulais vous montrer également les maquettes d'illustration des documents philatéliques officiels, un autre, produit. Il a créé, des timbres donc, à partir des années 60. Il l'a fait pendant 40 ans. C'était difficile de faire un choix, mais on a réussi. Son trait apporte donc, comme vous pouvez le voir, une force d'expression assez importante au sujet qu'il dessine et rappelle beaucoup heu, la bande dessinée, à travers le mouvement qu'il donne aux personnages, aux animaux. Voilà, ce mouvement, il rythme toutes ses compositions, de timbres. Alors, Henri Scheffer, j'ai peur de ne pas avoir le temps de parler de tout le monde, donc je me dépêche un petit peu. Henri Scheffer, est un tout le monde le connaît, enfin, j'imagine, enfin les philatélistes certainement. C'est un graveur hors pair. Il a créé des centaines de timbres-poste pour la France et l'étranger, et c'est vrai qu'il fait partie des grands noms de la philatélie française, à côté d'Albert de Caris ou de Pierre Gandon. Heu Nous avons choisi d'exposer, ses œuvres, pas seulement philatéliques, mais aussi, personnelles, parce que tout simplement, on rend aussi hommage à une technique, parce que c'est le premier graveur de de timbres, 1er graveur en taille douce, enfin de timbres en taille douce. Il commence très tôt, il illustre des ouvrages, donc on présente quelques ouvrages qu'on voit dans cette vitrine, sur cette photo. Hem Alors, je passe un petit peu trop vite parce que voilà, je voulais vous montrer également les peintures que vous voyez, de loin. Vous les verrez de près quand vous viendrez voir l'exposition. Hem et donc ce que je disais qu'il était essentiellement graveur et avant de créer des timbres, il travaille donc pour la France, il travaille beaucoup pour l'étranger. Il travaille pendant 17 ans pour l'étranger. Hem et j'ai choisi de vous présenter, ce portrait de Rodin, parce il a fait vraiment des centaines de timbres. Le choix était difficile, mais pour Rodin, nous proposons en fait dans l'exposition et je pense là aux philatélistes, on montre une série d'épreuves, d'épreuves d'artistes et d'épreuves de couleurs en relation avec ce timbre. Alors pourquoi Rodin? J'ai pas fini ma première phrase, parce que tout simplement, c'était un membre de sa famille et que c'est encore un exemple, hein, pour vous dire que voilà, il y a quand même on fait attention, on fait appel à des artistes qui sont spécialisés dans un thème ou un autre. On pense aussi aux affinités, aux origines, et c'est un excellent, exemple pour montrer, ceci. Voilà. Quelques tableaux parce que, Henri Scheffer, peignait à côté. Il était donc pas seulement graveur, il a peint aussi. Hem, il vivait donc, la moitié de l'année, dans sa résidence, à Tréboul, près de Douarnenez. Donc son sujet, favori, c'est la Bretagne, les paysages bretons, la vie quotidienne, bretonne, qu'on voit à travers ce tableau des vendeuses de pommes ou ce paysage,
juste en dessous. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs sur certains de ses timbres, parce que c'est lui qui a créé le timbre montrant la pointe du rat. Jean Delpech, un autre artiste qu'on présente dans cette section. Donc, Jean Delpech, alors c'est une personnalité importante et connu aussi en dehors du timbre. C'était un travailleur passionné, un peintre, un graveur, un dessinateur, un sculpteur. Il était aussi médailleur, il était dinandier. Euh, il, euh, il n'y avait pas d'art mineur pour Jean Delpech, il était curieux de tout. Il a œuvré dans des domaines aussi variés que la sculpture, la mosaïque, le vitrail, la céramique. J'ai pas tout en tête. Et voilà, il a fait des girouettes en métal repoussé. Il devient médailleur pour la Monnaie de Paris. Donc, on a essayé de présenter toutes ces différentes œuvres sur différents supports et montrer la richesse, voilà, de ce qu'il a produit, ce qu'il a laissé derrière lui. Ce qui est assez donc, le style que vous trouvez là, alors je vous montre notamment un tableau qui a été prêté par le musée de la Marine, ainsi que une pièce de Dino Andry, donc, qui emploie du cuivre, plusieurs matériaux différents, et un portrait prêté par la fille et la femme de Jean Delpech. Euh, et dans ces œuvres philatéliques, on retrouve le même, je ne sais pas si on voit bien sur cette image, euh, alors ça, ce n'est plus une œuvre philatélique, mais voilà. En fait, alors, non seulement il a le goût pour tout ce qui est art populaire, mais chacune de ses créations se lit comme une histoire, en fait. Elle foisonne de détails. C'est comme une bande dessinée, fournie plein de petits détails. Donc, on peut s'attarder longtemps devant une œuvre de Jean Delpech, comme celle-ci, qui est de bien plus grand format. Voilà, c'est une histoire complète. Donc, sur celle-ci, on voit Paris, des années, si je ne me trompe pas, 50. Pierrette Lambert, le choix s'est porté donc sur cette artiste, première femme créatrice de timbres et première femme créatrice de billets de banque. C'est la seule femme d'ailleurs à avoir réalisé des billets de banque pour la France. Également, elle a également créé de nombreux timbres. Nous avons souhaité présenter son travail, de se concentrer sur le travail de miniaturiste euh, qu'elle découvre quand elle est toute jeune d'ailleurs. Je vais vous montrer quelques photos de miniatures et d'enluminures sur parchemin. Alors cette technique, je ne développerai pas ici, bien que j'ai prévu, mais je vois que le temps passe. Euh, Finalement, lui permet comment dire, elle est repérée. En fait, elle fait beaucoup de miniatures sur ivoire, elle réalise beaucoup de miniatures et elle est repérée un jour par un directeur de Banque de France dans une exposition personnelle dans les années 40. Et ce directeur se dit, mais en fait, il nous faut cet artiste pour la création des billets de banque, vu la minutie, la patience avec laquelle elle crée. Et c'est ce qui se produit donc, on la recrute dans ce domaine et elle crée plus de 50 billets de banque pour la France, l'outre-mer, les pays d'Afrique, dont le Maroc d'ailleurs, et la Tunisie. Euh, et nous, je pense que certains parmi vous se souviennent de Pasteur, que dans les maquettes figure ici à gauche. Euh, Elle a créé également des billets comme Racine ou Montesquieu, qu'on a encore dans nos mémoires. On profite aussi de cette occasion pour présenter la technique toute particulière de création des billets, qui est finalement assez proche de celle des timbres-poste, sauf que dans le cadre du billet de banque, il y a plusieurs plaques qui sont gravées. Une plaque correspond à une couleur, elles sont gravées en typographie, et il y en a une à chaque fois qui est gravée en taille douce.
On retrouve d'ailleurs souvent les noms des graveurs, enfin, ceux qui ont créé les billets de banque se retrouvent également dans le monde du timbre-poste, beaucoup d'entre eux. Encore quelques images pour dire juste que ce que Pierrette Lambert fait à côté, ce qu'on a vu, par exemple, l'enluminure sur parchemin, on le retrouve aussi, ces thématiques-là, on les retrouve souvent sur les timbres. Et on le voit à travers ces quelques dessins, quelques maquettes de timbres, ainsi que le dessin notamment du petit rouge-gorge. On a vu tout à l'heure, voilà, je vous remontre la petite miniature sur ivoire en haut à gauche. Et en comparaison, nous avons cette maquette d'un timbre d'Andorre qu'elle a créé dans les années 90. Nous avons un autre artiste assez original et très éclectique, c'est Jacques Jubert. Il se forme, lui, également à l'école Estienne, dans les domaines du graphisme et de la gravure sur bois. Il se spécialise ensuite dans la sculpture et dans l'architecture intérieure. Mais ça reste surtout un spécialiste reconnu de la gravure sur bois. Il grave également, enfin lui il grave, Pierrette Lambert dessinait, et lui il gravait, et il a même gravé, enfin il grave les billets de banque, il a même gravé ceux de Pierrette Lambert. Voici quelques créations et vous pouvez remarquer aussi ici le style de Jacques Jubert qui est imprégné par sa pratique de gravure sur bois. On le voit, on le voit ici à travers donc, ces deux timbres sur Crest donc, et championnat de judo. Donc, c'est grâce à la maîtrise de ces deux techniques que Jacques Jubert apporte finalement un nouveau souffle au timbre français. Il introduit déjà les blancs, beaucoup de blancs dans la représentation, ainsi que beaucoup de formes géométriques en mouvement. Les compositions sont très épurées également, ce qui est assez caractéristique de la gravure sur bois. Euh, et voici voilà, aujourd'hui, Jacques Jubert continue de pratiquer le dessin, le fusain, le pastel. Il fait plus de timbres, mais il se consacre beaucoup à la peinture, à la sculpture essentiellement. Et c'était l'occasion d'en présenter quelques-unes. Les compositions, comme vous voyez, sont toujours très épurées, font l'objet de séries, comme si l'artiste était en quête permanente de la perfection, de la justesse. Pierre Albuisson, qui est dessinateur graveur passionné depuis sa tendre enfance. C'est à l'âge de 7 ans qu'il produit qu'il copie Durer et très tôt il grave hein, à 12 ans, il me semble. Il est meilleur ouvrier de France, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais Jacques Jubert également. Pierre Albuisson est meilleur ouvrier de France à deux reprises, en 75 et en 86, donc en gravure sur cuivre et pour impression et gravure sur acier. Et dans sa jeunesse, donc il a traversé beaucoup de périodes différentes, et c'est notamment la rencontre avec un sociologue, écrivain, le sociologue Roger Caillois qui l'a marqué, qui a eu un impact très important sur le parcours tant spirituel qu'artistique de l'artiste. Et on le voit à travers ses manières noires. On voit également, donc, les trois œuvres que je vous présente ici, ce sont des manières noires. Je n'aurai peut-être pas forcément le temps d'expliquer en quoi ça consiste. Ça reste de la gravure, ce sont des estampes. Euh, et voilà, c'est pour montrer un petit peu les phases. On montre les phases de création, les phases par lesquelles il est passé.
En sachant qu'aujourd'hui, Pierre, d'ailleurs depuis toujours, c'est un amoureux de la nature et il fait beaucoup dans l'art figuratif, dans le réalisme. Hem, c'est un militant des droits des arbres. Il s'intéresse beaucoup à l'homme et à la nature. Et c'est les thèmes dominants, et que ça soit ses œuvres personnelles ou les timbres, les thèmes dominants sur les timbres sont également, finalement, heu, ont attrait à la nature. Heu, voilà, je vous présente un timbre, montrant la forêt de Fontainebleau, ici, et je vous en montre pas d'autres parce que je veux pas tout dévoiler. Thierry Mordant, donc on passe à la plus jeune génération. Thierry Mordant est un dessinateur, illustrateur. Il est peintre aujourd'hui, il est originaire du nord de la France. Il travaille à ses débuts beaucoup pour Monaco, notamment pour le musée océanographique et le festival du cirque, de Monaco. Il est essentiellement donc dessinateur. Je ne sais pas si on le voit bien, mais j'ai essayé de vous montrer une image, de ces des dessins, de quelques dessins. Et aujourd'hui, donc il devient peintre et il devient peintre et à travers ses toiles, il nous transmet un monde qu'il appelle, enfin il parle de son monde comme un monde magique, tout aussi fantastique que féerique, peuplé de créatures marines, de clowns, d'anges, de fées. Il utilise, pour cela une technique picturale, toute particulière qu'il découvre dans sa jeunesse et assez exotique aujourd'hui, tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est la peinture par projection à la brosse à dents. Hem, la brosse à dents, je vois qu'il nous suit, il écrit des messages. La brosse à dents devient un outil pour lui, donc un outil personnel et apporte autant à ses toiles, qu'à ses maquettes de timbres, une richesse au niveau surtout de la répartition de la lumière, des ombres, et des dégradés de couleurs. On le voit on le voit notamment à travers ces quelques dessins. On voit donc il emploie voilà, c'est là où il emploie aussi la brosse à dents dans le fond, hem, notamment sur le timbre, autour de Paris-Roubaix, où il représente, les cyclistes. Donc les cyclistes sont représentés de dos. Sous un ciel d'ailleurs, d'abord il présente la maquette qui est à gauche. Il en présente bien plus, bien sûr, mais je voulais vous montrer parce que c'est une anecdote. Il en présente une dont le ciel est très clair, on dirait le ciel du sud de la France, et il obtient justement cette luminosité grâce à l'emploi de la brosse à dents, en projetant la peinture. Et donc malheureusement, c'était pas ce qu'on a souhaité représenter vu qu'on est, dans le nord de la France, le ciel est bien plus nuageux que ça, donc on lui demande de changer de représentation. Voilà pour l'anecdote. Et pareil, donc un timbre tout à fait au hasard, il y a 2 timbres, sur la série, c'est des timbres sur le sport. Donc il y a je vous montre un bloc feuillet, sur le thème de l'haltérophilie, avec également une maquette de timbre pour la réalisation de laquelle il emploie ce procédé. Et pour finir, pour Thierry Mordant, je vous montre une toile quand même parce il réalise des toiles de très grand format. Il explore d'ailleurs tout type de support. Il personnalise le mobilier, il réalise des décors de scène aussi pour les festivals du cirque. Il réalise des fresques murales. Voilà, c'est un artiste, un petit peu comme Jean Delpech, touche à tout. Et aujourd'hui, il peint les pommes et les poires du nord de la France, hein. Il les habille, de belles couleurs. On en voit une dans l'exposition et je vous la montre ici, à droite. Alors, il y a Sarah Bougot également, qui fait partie de la jeune génération de graveurs français, qui a également étudié à l'école Estienne et qui œuvre beaucoup pour commencer enfin, elle a créé une entreprise qui utilise des procédés de gravure numérique, pour, notamment la réalisation d'outils de médiation.
destinés au musée. Et en parallèle, elle commence à créer, des timbres-poste, dont le premier était mis en 2010 à l'effigie de Mère Teresa, qu'on voit ici à côté du portrait de Françoise Dolto. Je vous présente 2 émissions de timbres de Sarah. Heu, alors pourquoi Sarah? Ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est son choix de se recentrer sur, la pratique de la gravure manuelle. Et elle s'est initiée auprès de son professeur, son ancien professeur de l'école estienne, Gérard Descamps, à la gravure héraldique en cachet, qu'on présente ici parce que c'est un savoir-faire vraiment particulier qui voilà, qui je dirais pas disparaît, mais qui est rare. C'est une gravure qui consiste à graver une armoirie sur des objets de tout petit format, encore plus petit que le timbre. Et c'est voilà, c'est tout particulièrement cet aspect de son travail qui nous a interpellés et que nous voulions valoriser ici. Je vous présente quelques empreintes de parce que finalement c'est la seule trace qui lui reste après son travail, c'est un travail de commande aussi. Quelques empreintes de chevalières qu'elle a gravées. Et je passe à l'artiste qui fait l'affiche de l'exposition, l'artiste Sioux, qui, voilà, heu, qui représente également la nouvelle génération de femmes illustratrices, peintres, graphistes, qui ont prêté leur talent à la poste dans le cadre de la création, cette fois-ci de carnets de timbres. Elle est issue alors elle a un style très particulier, elle est issue du milieu du pop art et s'inspire beaucoup des icônes des cultures populaires japonaises et américaines aussi, et notamment les comics et les mangas. Et son univers, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, est à la fois sombre et merveilleux. Elle peint des silhouettes tantôt féminines, tantôt, animales, heu, avec, à l'aide de couleurs très vives, très contrastées. On le voit ici sur le carnet qu'elle a réalisé en 2013, en 2013 pour 2014 pardon, pour illustrer le thème des signes du zodiaque. Hem, voilà, ces petites créatures qui rappellent les yokai, c'est-à-dire les créatures surnaturelles, les monstres et esprits légendaires du folklore, japonais. Et voici la fresque, qui illustre l'affiche de l'exposition. En 2020, en effet, le musée de la Poste commande à l'artiste cette fresque, sur un thème postal et Fiou, propose, un dessin d'une factrice en tenue, revisitée, à cheval, donc chevauchant à cheval. Elle est accompagnée de plusieurs créatures. Je parlais tout à l'heure d'animaux, donc déjà, femme, factrice, entourée d'animaux, de petits facteurs, qui l'aident à la distribution du courrier. Et leurs sacoches d'ailleurs, je ne sais pas si on voit bien, sont remplies de courriers, ailés qui s'en échappent. Alors effectivement, donc je voulais juste dire qu'on pouvait pas faire, on pouvait pas présenter tous les artistes, heu, créateurs de timbres. C'est pourquoi on a imaginé, on a beaucoup travaillé pendant très longtemps sur un dispositif, multimédia, qui se situe ici, donc c'est le point rouge, sur le parcours, et qui, j'ai 5 minutes restantes. Et qui, voilà, qui a comme objectif de regrouper tous les créateurs de timbres, travaillant pour la Poste, française. Voilà, donc j'ai pas fini sur la section mauve qui est, dans laquelle on expose les artistes créateurs. Dans la grande partie, nous avons les graveurs, les créateurs indépendants, les artistes indépendants qui travaillent indépendamment, voilà, pour la Poste. Et de l'autre côté, à l'endroit que j'indique en rouge, il y a également les graveurs, permanents. La Poste a toujours recruté, l'imprimerie a toujours recruté des graveurs permanents qui travaillent,
qui travaillent pour elle. Au départ, c'était des retoucheurs, des graveurs retoucheurs de poinçons, que leur fournissaient les graveurs indépendants. Ils créaient, ils gravaient les signatures, les légendes sur les poinçons de timbre, tous les poinçons qui passaient en fait, qui rentraient à l'imprimerie passaient sous l'enveloppe binoculaire avant l'impression. Voilà, certains parmi eux ont réussi à graver des timbres indépendamment, d'autres pas du tout. Mais le statut de ce graveur, voilà, change et il devient à part entière créateur. C'est avec Claude Jumelet et Jackie Larivière, que ce statut évolue, change et que ces artistes-là peuvent, parce que ce sont de vrais artistes, peuvent vraiment créer des timbres de A à Z. Je pense donc aux plus récents, Elsa Catelin et Pierre Barra aussi, qui ont été recrutés respectivement en 2004 et 2009. Donc nous présentons ici ces 4 figures à travers des œuvres plutôt philatéliques. Elsa Catelin qui a bien sûr, comme vous le savez sans doute, quitté l'imprimerie il y a pas longtemps pour la Banque de France, comme quoi les 2, les 2 lieux se rejoignent quelque part. Hem Donc la partie concernant Elsa Catelin est peut-être un petit peu plus développée que les 3 autres. Elle a bien voulu nous prêter quelques pièces, donc là je montre, une création philatélique, son premier timbre, sur Thionville, ainsi que, une gravure de l'œuvre de Saint-Pé pour le document philatélique officiel. Mais, je voulais également mettre l'accent sur ce qu'elle fait à côté parce qu'elle crée beaucoup aussi à côté quand le temps lui permet et voilà, je vous présente juste une gravure, parce qu'elle illustre des livres pour enfants. Voilà. Après, elle se concentre beaucoup sur la gravure, quand même, c'est son dada. Et je vous présente vite fait Pierre Barra, le tout jeune Pierre Barra qui est toujours à l'imprimerie, qui travaille à l'imprimerie des timbres, qui est né en 90, donc vous voyez, il est très jeune et sa dernière création, autour du métier, du graveur, sur métal. Il a bien voulu aussi nous prêter, et c'est très gentil de sa part, les dessins qui sont représentés sur les marges, donc les dessins du timbre, les croquis du timbre en question, ainsi que les dessins qui figurent sur la marge de la petite feuille. Alors un petit clin d'œil rapide à Jackie Larivière à travers une maquette de timbre, un projet, sur le thème de la roque Gajac. Ça vous montre aussi la richesse des thématiques et des éléments qu'on expose. Un petit clin d'œil à Claude Jumelet, il faut que j'en parle un petit peu. Je vois qu'Étienne, il est réapparu parce que je dépasse largement le temps qui m'a été dédié. Je voulais vous dire aussi, voilà, que parmi les pépites qu'on expose, il y a aussi un tableau une estampe de Rembrandt, que le Petit Palais a bien voulu nous prêter. Et je suis obligée encore de continuer un petit peu parce qu'il s'agit de l'espace, dédié à la gravure en taille douce. Ça allait de soi qu'il fallait quand même qu'on en parle. Voilà, il y a une place toute particulière lui est donnée. Heu Cette technique, en fait, domine, pour ceux qui ne le savent pas, la conception des timbres, en France, depuis toujours. Il s'agit d'un savoir-faire très spécifique et qui tient un rôle essentiel dans la chaîne de création des timbres. Donc elle avait toute sa place dans cette exposition. Je ne vais donc pas avoir le temps, d'en parler un petit peu plus, mais vous allez venir visiter l'exposition. Vous allez certainement, pouvoir, vous attarder ici. Donc, comme je le disais au tout début, je présente ici deux créations, essentielles, qui datent de 1929, donc l'année de création de ces premiers timbres gravés, donc le pont du Gard et le port de La Rochelle. Donc je reviens sur le port du Gard ici, le pont du Gard, pardon, parce que je sais qu'il y a des philatélies, donc je tenais vraiment énormément à montrer quelques pièces philatéliques, notamment le croquis du timbre ainsi que quelques épreuves et la maquette.
Et aussi vous dire que nous avons conçu spécialement à l'occasion, juste en face, un mur de cartes à gratter pour que le visiteur, on aime bien quand le visiteur participe et reproduit un petit peu les choses qu'on présente. Donc, notamment là, le travail du graveur. Bon, c'est à minima. La gravure sur acier est bien plus difficile que, que gratter une carte noire enduite voilà, d'un produit. Et voici, pour finir, donc la fin, donc la fin de l'exposition, elle se situe là dans la zone jaune et on rend hommage ici à l'imprimerie à travers des photographies de l'imprimerie d'avant, donc des années 50, et de l'imprimerie aujourd'hui. Au milieu trône une presse à bras, une jolie bête à cornes. euh, et pour finir, on présente, et c'est la partie vraiment que je vous invite à voir quand vous viendrez, parce que nous avons une projection, un film sur Albert de Caris, un grand nom de la philatélie française, à travers, donc il y a un film en fait de 13 minutes qui évoque la création du timbre, le coq gaulois. On le voit travailler de A à Z, on le voit de la commande jusqu'à l'impression, on le voit faire ses recherches, croquer, graver son timbre, et tout autour de cet espace, nous exposons donc une douzaine de projets qu'on voit dans le film d'ailleurs, le poinçon du timbre, le bon à tirer, voilà. Et puis je n'ai peut-être pas le temps Je voulais vous montrer encore des photos, d'autres photos, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je j'arrêterai jamais. Voilà, je vais m'arrêter sur cette dernière image. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monica, évidemment, pour J'ai pris cette beaucoup de temps. intervention de grande qualité. J'espère que vous aurez tous les réponses auxquelles voilà, que vous étiez venus chercher ce soir. Il y a eu des questions, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Donc, merci à tous de votre participation. Alors, on ne va pas avoir le temps de tout traiter ce soir. Je vais peut-être en garder une et unique, qui est aussi peut-être la moins technique et la plus théorique. Néanmoins, pour ceux qui ont posé des questions assez techniques, je pense à Elsa Catlin notamment et Pierre Wertheimer, j'espère que je n'ai pas écorché les noms. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les réponses dans le petit récapitulatif de l'enregistrement dont je vous parlais en début de conférence. Alors, une question qui m'a interpellé moi particulièrement est la suivante, sur une question sur les artistes. Peut-on parler d'une école française dans la gravure du timbre forgée au fil de l'histoire? Et sait-on qualifier la place des artistes français sur la scène de la gravure philatélique internationale? Effectivement, il y a un vrai sujet sur la place des artistes français dans cette exposition, et j'ai trouvé la question très intéressante. Elle est très intéressante. Alors, je ne pourrais pas répondre certainement en une phrase, mais oui, je pense que l'artiste, oui, il a une place bien particulière, et notamment, alors, nous, ce qui nous caractérise en philatélie, en France, c'est la gravure surtout. Donc, ça, je pense qu'il y a une école, on compte aujourd'hui quand même. Il n'y en a pas beaucoup quand on voit les choses en face. Donc, il y a 14 ou je sais plus, ça se trouve, je me trompe sur le chiffre, il y a 14 ou 16 graveurs, 16 graveurs, je crois, spécialisés en timbre. Mais c'est quand même assez important. On a cette tradition, cette culture, et puis voilà, des traditions de la gravure qui est peut-être pas présente dans d'autres pays. Mais c'est un sujet à creuser, peut-être un autre sujet de thèse pour moi. Ok, eh ben écoutez, euh, on va s'arrêter là. Comme je vous disais, pour le restant des questions qui ont été posées ce soir, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos réponses dans un petit temps, le temps pour nous de traiter cette information, de traiter ce document et de le rendre accessible. Les questions seront donc en fin d'intervention. Les réponses, pardon. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Merci à Monica, évidemment. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 27 mai, pour la conférence d'Alice Bigot, le timbre gravé en taille douce, candidature au patrimoine culturel
et immatériel. Les horaires sont les mêmes, les canaux restent les mêmes. Si, la conférence vous a intéressé, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.